L'air du Paris de la fin du XIXe siècle était dense, imprégné des effluves de terre humide, de fumier de cheval et de parfums capiteux et bon marché. Pourtant, dans l'ombre de la construction monumentale du nouvel opéra, qui s'érigeait sur la ville tel un titan sombre, flottait une senteur tout autre, bien plus inquiétante. C'était un mélange d'humidité, de pierres calcaires et de quelque chose d'indéfinissablement putride, annonçant une présence sinistre. Ce fut une époque de grandes ambitions, mais aussi de peur latente. Le murmure de la ville évoquait des événements inexplicables, et les ombres dans les rues semblaient anormalement longues et épaisses, comme des créatures vivantes. C'est ici, dans ce bouillonnement de contrastes, que naissait une histoire qui devait n'être qu'une des nombreuses petites imperfections sur la surface brillante du nouvel opéra Garnier, mais qui, finalement, était destinée à éclipser toutes les autres par sa noirceur glaciale et dévorante. Ernest ne s'était jamais considéré comme un héros, il n'était qu'un musicien, un pianiste, dont les doigts avaient l'habitude de danser sur les touches, tirant des mélodies capables de faire pleurer l'auditoire de chagrin ou de l'enivrer de joie. Son monde était tissé de sons, d'harmonies parfaitement construites et de dissonances poignantes. Mais un jour, ce monde familier s'écroula. L'incendie de l'ancien opéra. Le pelletier ne fut pas un cataclysme soudain pour lui. Il fut plutôt un présage sinistre de quelque chose de bien pire. Ernest se trouva trop près de l'épicentre, même lorsque les flammes, pareilles à une créature insatiable et crachant du feu, dévorèrent le bois, le velours et les décors richement ornés. Il survécut, mais le prix à payer fut démesuré. Son visage, qui ne reflétait auparavant qu'une légère mélancolie pensive, était désormais défiguré par des cicatrices. Telles des marques au fer rouge, elles avaient été gravées non seulement par le feu ardent, mais aussi par la douleur insupportable qu'il avait endurée. Même ses vêtements, autrefois d'une rigueur impeccable, n'étaient plus que de misérables haillons carbonisés, seul le cendre rappelant leur intégrité passée. Il fut banni de son monde familier, rejeté par la société comme par lui-même, ayant perdu toute trace de son ancien moi. Ses mains, autrefois faites pour le jeu délicat des instruments de musique, portaient désormais l'empreinte de cette nuit fatale où elles avaient été brûlées jusqu'à l'os. La peur et le désespoir absolu le refoulèrent dans les recoins les plus sombres, dans les caves humides et obscures, là où commençaient à s'élever les fondations du majestueux nouvel opéra Garnier, là, dans les sombres étreintes de la terre et des décombres de pierre. Il trouva son refuge, son propre monde, un monde cruel. Il était devenu un fantôme bien avant d'avoir trouvé sa véritable malédiction. Pendant ce temps, le gigantesque palais des arts, le nouvel opéra Garnier, s'élevait avec une célérité fébrile, presque insensée. L'architecte Charles Garnier, totalement absorbé par son œuvre, voyait dans cette grandiose construction l'incarnation de la véritable grandeur de la France. Un témoignage monumental d'une époque qui survivrait au siècle. Mais sous sa direction assurée, sous l'éclat radieux de ses conceptions géniales, se cachaient des forces différentes, moins poétiques, plutôt primitives, grossières. Ernest, l'exilé, ayant trouvé refuge dans les labyrinthes complexes des sous-sols pas encore entièrement aménagés, se retrouva non seulement
un témoin involontaire, mais aussi, comme on le découvrit plus tard, le catalyseur des sombres événements qui commençaient peu à peu à envelopper cette grandiose construction de leur voile sinistre. Il était une ombre, un habitant invisible, observant l'agitation incessante des ouvriers, le scintillement terne des lampes à pétrole, l'écho de leurs voix, se perdant sans retour dans les profondeurs abyssales des corridors infinis. Il aspirait à l'oubli, le cherchait, mais au lieu de cela, il ne trouva qu'un refuge pour sa folie sans cesse grandissante. Et un jour, alors que le crépuscule épais était devenu son seul interlocuteur et la solitude oppressante sa fidèle compagne, il découvrit quelque chose qui allait à jamais changer le cours de tout. Les premières étrangetés se manifestèrent à peine, comme si elles se faufilaient discrètement à travers le voile du quotidien. Dans le silence de la nuit, alors que la ville entière s'abandonnait au sommeil et que les ouvriers regagnaient leur foyer, des sons inexplicables commencèrent à résonner depuis les profondeurs de l'opéra. Ce n'était pas le craquement familier du bois neuf, ni le murmure discret du vent s'infiltrant par la moindre fissure. C'étaient des sons plus profonds, bien plus sinistres. Un gémissement à peine perceptible, semblable au bruissement de multiples pas, comme si une présence invisible se déplaçait sans relâche, et parfois une mélodie lointaine et déformée, rappelant le jeu d'un instrument ancien et désaccordé. Les ouvriers, particulièrement ceux contraints d'assurer les quarts de nuit, se mirent à se raconter des histoires d'ombres fugaces, glissant à la limite de la vision, de toucher soudain et glacial en l'absence de toute âme, et d'un sentiment perpétuellement oppressant d'être observé. La plupart avaient tendance à rejeter ces rumeurs inquiétantes, les attribuant à la fatigue ordinaire, aux nerfs éprouvés par une longue journée de travail, ou à une imagination trop fertile. Pourtant, la peur, telle une graine inédite, avait déjà été semée dans le sol fertile des légendes urbaines naissantes. Et puis, quelque chose de bien plus manifeste et véritablement sinistre survint. L'un des machinistes expérimentés, un homme robuste à la réputation d'une constance inébranlable et du bon sens, fut retrouvé pendu dans l'une des salles techniques les plus reculées. À première vue, rien d'inhabituel. Un suicide provoqué par un désespoir amer ou un amour malheureux. Mais les détails auxquels les enquêteurs furent confrontés auraient fait ressentir le froid mordant de l'horreur glaciale, même au plus endurci des sceptiques. La corde sur laquelle la victime fut découverte ne possédait ni début ni fin. Elle semblait s'être matérialisée du vide, s'était silencieusement enroulée autour du cou de la victime, puis, après sa mort, s'était tout aussi discrètement dissoute dans l'air. Pas un seul nœud, pas la moindre trace d'attache, juste un segment vide, parfaitement droit, de corde grossière et rigide, comme s'il avait été emprunté à la mort elle-même. La police, dans l'incapacité totale de trouver une explication logique à ce qui s'était passé, classa rapidement l'affaire, attribuant le tout à une erreur malencontreuse dans la rédaction du procès-verbal. Ceux qui avaient vu cette corde, ceux qui avaient osé la toucher, savaient sans se tromper que ce n'était pas un phénomène accidentel, ni une erreur. C'était un message clair et inquiétant, destiné à ceux qui osaient s'aventurer là où régnaient les ombres. Ernest, contraint de passer ses jours et ses nuits dans des sous-sols humides, était au courant de ces sinistres événements.
Son ouïe, aiguisée à l'extrême par des heures interminables de silence, percevait jusqu'aux plus faibles échos de panique, le murmure d'une peur dévorante qui se propageait parmi les ouvriers. Il n'était pas un participant à ceux qui se déroulaient, ni sa cause première, mais il le ressentait de tout son être, comme si ce sentiment imprégnait la terre même sous ses pieds, sur laquelle il avançait d'un pas hésitant. Il voyait des éclats de lumière fugaces dans l'obscurité impénétrable des couloirs, entendait de loin des sons étouffés d'un travail quelconque qui s'interrompait soudainement et de manière effrayante. Il savait que dans ces profondeurs, il n'était pas seul, même s'il ne parvenait pas à cerner pleinement qui ou quoi d'autre partageait avec lui ce sombre royaume. Il tentait désespérément de trouver une explication rationnelle. Peut-être s'agissait-il de travailleurs se cachant de leurs créanciers ou de la justice, ou alors n'était-ce là que des mirages sonores trompeurs engendrés par son propre esprit meurtri qui lui jouait un tour cruel. Poussé par une curiosité sombre, presque interdite, et une peur profondément ancrée, il entreprit ses propres recherches secrètes. Son chemin le mena à travers des puits étroits et obscurs, et des couloirs techniques oubliés. L'air y était si épais et vicié qu'il semblait que le temps lui-même s'était figé et que l'histoire suffoquait dans cette obscurité éternelle. Il y trouva des objets étranges, depuis longtemps oubliés, des outils vétustes, recouverts d'une couche de poussière séculaire, manifestement inutilisés depuis des décennies, des lambeaux de tissu ne ressemblant en rien à des uniformes de travail, ni à des costumes élégants d'artistes. Et un jour, au cœur même de ce réseau souterrain morne, son regard fut attiré par quelque chose qui fit s'arrêter son cœur dans sa poitrine. C'était un petit morceau de bois calciné, sur lequel se devinait à peine un symbole sculpté, une spirale abyssale s'enfonçant dans l'infini, un symbole qu'il reconnut d'emblée, alors qu'il ne l'avait jamais vu auparavant, ou du moins qu'il ne se rappelait pas où. Ce morceau de bois brûlé devint sa première véritable clé, le premier fil subtil le guidant dans l'enchevêtrement complexe d'événements inexplicables. Chaque jour, la présence de l'inconnu se faisait plus palpable. Les sons, auparavant à peine perceptibles, gagnaient en puissance, tandis que les ombres adoptaient des formes distinctes et effrayantes. Les ouvriers, épuisés par la peur, refusaient les quarts de nuit les uns après les autres, murmurant à propos d'un souffle glacial, de murmures à peine audibles, prononçant leurs noms secrets, connus d'eux seuls. Même l'ingénieur en chef, un homme d'une volonté apparemment inébranlable et aux nerfs d'acier, avoua un jour avoir entendu une mélodie de piano provenir des profondeurs même de l'opéra, alors qu'il n'y avait pas une âme vivante, et encore moins un musicien. La mélodie était belle, mais tellement empreinte d'une profonde tristesse qu'elle provoquait une nostalgie presque insupportable, lancinante. Ernest, tapi derrière une colonne majestueuse, entendit ces et sons et ressentit une reconnaissance étrange et douloureuse. Il jouait lui-même. Mais maintenant, sa musique était déformée par la douleur, le désespoir et quelque chose d'encore plus ancien et sinistre qui se cachait au plus profond de son âme. La tension atteignit son paroxysme lors d'une soirée particulièrement solennelle. Au moment précis
où le point culminant du drame lyrique se déroulait sur scène, quelque chose se produisit qui s'inscrirait à jamais dans les annales de l'Opéra Garnier comme son plus terrifiant secret. L'énorme lustre, scintillant de 1000 cristaux, telle une constellation d'étoiles, s'écrasa soudainement du plafond orné de moulures. Elle s'écrasa directement dans la salle, en son centre même, sans le moindre avertissement, sans un grincement ou un craquement qui aurait pu annoncer une chute aussi catastrophique. Son poids était colossal, son impact dévastateur. Elle s'abattit précisément sur la loge numéro 13, un emplacement qui, par une étrange et sinistre coïncidence, demeurait toujours vide, malgré la forte demande pour les places à l'opéra. Dans cette loge, pourtant, se trouvait un seul homme, un jeune aristocrate. Lui, ignorant toutes les superstitions et les mises en garde, avait décidé d'assister à la représentation précisément en cette soirée, qui s'avérerait fatale. Un instant, et il fut écrasé, son corps devenant partie intégrante de la structure métallique détruite, s'y unissant à jamais dans une finale tragique. Un silence oppressant s'installa dans l'air, rompu seulement par les cris désespérés de terreur et le craquement sinistre des cristaux qui tombaient. Cet incident soudain et dévastateur déclencha une nouvelle vague de panique dévorante parmi les spectateurs. Le célèbre théâtre fut aussitôt fermé pour plusieurs jours. Les meilleurs experts se rendirent sur les lieux pour examiner méticuleusement chaque centimètre, mais malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent jamais à trouver une seule raison claire à un tel effondrement soudain. Les supports qui soutenaient le lustre massif se révélèrent parfaitement intacts, toutes les fixations d'une solidité irréprochable. On aurait dit que le lustre lui-même, cette majestueuse masse de lumière, avait simplement décidé de tomber, comme si elle obéissait à une force inconnue et inexplicable. C'était le dernier événement, le plus impensable qui puisse survenir, la goutte d'eau qui fit déborder le vase de la patience et de la peur. Tous les regards inquiets se tournèrent involontairement vers le bâtiment lui-même, vers ses pièces mystérieuses et cachées, vers ses sous-sols sombres et inexplorés, où, comme beaucoup le suspectaient désormais avec horreur, quelque chose de malveillant et d'ancien se dissimulait réellement. Ernest, quant à lui, voyait dans cet événement quelque chose de bien plus considérable qu'une simple chute accidentelle et absurde. Il savait précisément qu'il était là, en bas, dans les profondeurs du théâtre, au moment même où tout cela se produisait. Il avait entendu quelque chose, avec une force inouïe et monstrueuse, se frayer un chemin depuis le plus profond abîme, depuis les profondeurs les plus obscures, comme si la terre elle-même, réveillée d'un long sommeil, crachait sa colère primordiale. Des éclairs de lumière erraient dans les couloirs, tels des ombres effrayées, et son ouïe percevait un son étrange, le volume rapide et puissant de quelque chose d'immense et de lourd, mais pourtant presque silencieux. Il commençait à comprendre que son existence ici n'était pas seulement la tentative d'un exilé de trouver un refuge isolé. Il devenait partie intégrante de cet endroit, de sa plus primitive et obscure essence. Un symbole gravé sur un morceau de bois lui revint en mémoire. Une spirale. Soudain, il se rappela où il l'avait déjà vue. Sur de vieilles gravures dépeignant Paris
avant sa métamorphose en mégalopole moderne, sur des fresques cachées au plus profond d'églises ancestrales, sur les autels de cultes oubliés. Ce signe représentait non seulement la cyclicité éternelle, la renaissance des cendres, mais aussi une descente inévitable dans l'abîme obscur. Il comprit qu'au plus profond de la majestueuse Opéra Garnier, sous son éclat éblouissant, sommeillait une force millénaire, une force réveillée par le processus même de construction, par le vacarme assourdissant, la lumière aveuglante, et peut-être même par la peur d'innombrables ouvriers, une force assoiffée de se nourrir. Il prit la décision de tenter le coup, serrant le fragment de bois carbonisé dans sa main. Comme unique ancre dans cet abîme insondable, il s'enfonça. Là où, lui semblait-il, résonnaient le plus clairement les échos de cette force inconnue et séduisante. Son périple le mena à travers des tunnels inondés et humides, à travers des espaces où l'air était si épais et lourd qu'il semblait tissé de la plus dense obscurité. Il avançait, ne se fiant qu'à de faibles vibrations intérieures dans le sol, sous ses pas, et à d'étranges éclairs de lumière éphémère. Ces taches pulsantes apparaissaient, puis s'évanouissaient aussitôt dans la ténèbre impénétrable et enveloppante. Son corps tremblait involontairement, saisi par une terreur glaciale, ou par un frisson étrange et captivant qui lui glaçait les os. Soudain, il se retrouva dans une immense caverne d'un noir absolu. Il comprit qu'il se trouvait juste sous le centre même du bâtiment de l'opéra. Aucun rayon de lumière ne pénétrait ici. Pourtant, l'air lui-même était imprégné d'un rayonnement mystérieux et à peine perceptible, comme s'il émanait de la roche même qui l'entourait. Et au cœur de cet espace lugubre, sur un piédestal grossièrement taillé dans la pierre brute, se tenait lui, la source principale de tous ces cauchemars. Mais ce n'était pas une créature telle que la décrivaient les légendes anciennes. C'était quelque chose de vivant, mais dénué de forme familière, quelque chose qui semblait tissé de la ténèbre primordiale elle-même, de myriades d'ombres, de murmures, des peurs accumulées ici au fil des siècles. Il ressemblait à une gigantesque méduse pulsatile, dont d'innombrables appendices s'entremêlaient et fusionnaient en un flux hypnotique et envoûtant. De lui émanait un grondement grave et vibrant qui pénétrait jusqu'aux os, provoquant un frémissement à peine perceptible. Ernest comprit. Ce n'était pas une simple apparition, pas une ombre du passé. Il se tenait devant une créature millénaire, endormie depuis des siècles, emprisonnée sous Paris. La construction de l'Opéra Garnier, par son ampleur et ses ambitions, avait été pour elle une sorte de rituel d'éveil. Garnier lui-même, obsédé par l'idée de créer un chef-d'œuvre éternel et monumental, était devenu inconsciemment le catalyseur de son retour d'entre les limbes. Et voici qu'Ernest, blessé, rejeté par le monde, mais encore capable d'entendre la musique et de saisir l'harmonie, se retrouvait le seul à pouvoir véritablement comprendre la nature de cette entité. Elle n'était pas mauvaise au sens humain habituel. Plutôt, elle était ancienne, perpétuellement affamée, répondant aux émotions les plus profondes, la peur, la passion, l'art. Elle s'en nourrissait comme d'une nourriture rare. Surmontant la panique qui l'envahissait, Ernest fit un pas en avant. Il sentit l'entité tourner son attention vers lui, non par des yeux qu'elle n'avait pas, mais d'une manière plus profonde,
plus intérieur. Ernest leva un morceau de bois calciné, tel un artefact précieux. C'était une spirale, brûlée, avec des rainures à peine perceptibles, comme une musique figée. Il la tourna lentement entre ses mains, guidé par une compréhension intuitive, une impulsion venue d'un lieu secret en lui. Et alors, quelque chose d'entièrement inattendu se produisit. Comme une porte inconnue s'ouvrant soudain, l'entité, qui jusqu'alors n'avait semblé qu'une masse de ténèbres palpitantes, réagit. Sa propre pulsation intérieure se modifia, devint plus douce, et le grondement qui émanait de ses profondeurs se chargea de notes étonnamment mélodieuses. Les ombres qui s'agitaient autour d'elle, tissées de la nuit elle-même, commencèrent alors à prendre forme avec une clarté nouvelle. Ils ressemblaient à de gracieux danseurs, à de passionnés chanteurs, à des acteurs expressifs, comme si le palais Garnier lui-même, avec ses myriades de lumières et de secrets, s'était animé sous cette forme sombre et déformée, uniquement pour lui. Ernest avait enfin compris. Il n'avait pas besoin de se battre. Il devait jouer son propre rôle. Il déposa avec précaution le morceau de bois calciné au sol, rassembla le reste de sa volonté et s'installa sur la pierre froide et rugueuse. Malgré le tremblement perfide de ses doigts, il commença à jouer. Il jouait cette même mélodie que le chef d'ingénieur avait jadis entendue, une mélodie née des profondeurs de sa propre douleur, de sa solitude insupportable et de son désespoir absolu. Il ne jouait pas pour lui-même, ni pour un public invisible, mais pour cette créature ancienne qui s'avérait être l'incarnation même de l'âme de l'opéra, de ses passions dévorantes, de ses tragédies inévitables et de sa mémoire éternelle et inextinguible. La mélodie, vivante, coulait de ses doigts mutilés, emplissant chaque recoin de la grotte mystérieuse, résonnant contre les murs de pierre millénaire. La créature autour de lui, qui il y a peu encore ne semblait qu'une masse informe et terrifiante, commença à se métamorphoser. Il prit forme, devenant un vaste organisme chatoyant, habilement tissé d'ombres et de lumières, de sons chatoyants et d'émotions perçantes. Il répondait à chaque note, à chaque subtile variation de tempo, à chaque pause frémissante, comme s'il écoutait non seulement la musique, mais aussi l'âme même du musicien. Telle une danse envoûtante au son de sa musique, il s'animait dans son esprit. Dans ce tourbillon d'images, Ernest aperçut la véritable histoire de l'Opéra Garnier. Non seulement sa grandeur éblouissante, mais aussi ses secrets sombres et cachés, ses victimes oubliées, ses souffrances inexprimées et ses renaissances triomphantes. Il vit les ouvriers qui défiaient l'inconnu dans les murs de la grandiose construction, le mécanicien qui trouvait un repos éternel dans l'abîme du néant, et, bien sûr, le lustre lui-même, tombant comme un symbole d'un cycle interrompu, mais non oublié. Et dans ce flux du passé, il se retrouva sa propre douleur, son reflet insaisissable dans cette créature mystérieuse. Alors que les dernières notes s'évanouissaient, le silence s'installa dans la salle. Mais ce n'était plus le silence oppressant et pesant qui régnait auparavant. C'était un silence empreint d'une compréhension profonde. L'être semblait avoir trouvé un calme tant attendu. Sa pulsation ralentit de manière imperceptible et sa luminescence, autrefois vive, s'adoucit, tel un crépuscule mourant. Au même instant, Ernest
sentit son propre corps se remplir d'une quiétude extraordinaire, comme si le lourd fardeau qu'il portait sur ses épaules pendant de longues années venait enfin d'être levé. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Ernest savait, le cœur gros, qu'il n'y avait plus de retour vers le monde des hommes. Sa vraie place était désormais ici, au sein des profondeurs majestueuses de l'Opéra de Paris, aux côtés de cette créature ancienne et puissante qu'il avait, en vérité, contribué à éveiller, puis à maîtriser. Il en était devenu le gardien invisible, son musicien dévoué, une partie indissociable de lui-même. Et lorsque son regard retomba sur le mystérieux symbole gravé sur un morceau de bois, vieilli par les éléments, il comprit enfin. Ce n'était pas une simple image, c'était sa nouvelle demeure, son destin prédestiné. Après que l'Opéra Garnier eut rouvert ses portes au public, les événements inexplicables, bien que n'ayant pas totalement cessé, prirent une nature tout autre, plus spectrale. Les cris sinistres et les murmures s'apaisèrent. Mais parfois, dans le silence le plus profond de la nuit, une mélodie de piano à peine audible mais envoûtante s'élevait des recoins les plus secrets de l'édifice. Cette mélodie était mélancolique, magnifique, tissée d'une tristesse indicible. Les rares personnes ayant eu le bonheur ou le malheur de l'entendre affirmaient qu'elle racontait l'histoire du lieu lui-même, ses secrets séculaires, son cœur éternel et sombre. Des rumeurs couraient en ville, disant que plus personne n'osait jamais s'asseoir dans la loge numéro 13. Pourtant, parfois, lorsque des spectateurs attentifs jetaient un regard distrait vers ce fauteuil déserté, il leur semblait apercevoir dans la pénombre un profil pâle, déformé par une lumière fantomatique. Et cette mélodie, venue des profondeurs les plus cachées de ce palais des arts, majestueux mais tout aussi cauchemardesque, n'était pas qu'un jeu virtuose, c'était un appel à ceux qui, comme Ernest, avaient été brisés par un monde cruel, mais avaient trouvé leur véritable destinée dans les bras d'une harmonie éternelle, sombre et envoûtante. La légende du fantôme de l'opéra ne faisait que commencer son véritable chemin, né des cendres et d'une douleur insupportable, d'une magie ancienne et puissante, et de cette musique indomptable à jamais gravée dans les murs de ce bâtiment grandiose. Et qui sait, peut-être, au plus fort de la prochaine représentation, quand le lustre doré brillera de tous ses feux, éclairant de sa lumière les loges somptueuses, quelqu'un entendra-t-il à nouveau sa musique, une mélodie résonnant du cœur même de la plus profonde obscurité, rappelant à tous que la véritable terreur ne réside pas toujours dans les monstres grotesques, mais dans le silence perçant qui plane entre deux notes,